Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Donc, si on connaît la définition de l'asthme, on saura poser le diagnostic de cette maladie. Cette définition est importante parce qu'elle souligne les éléments essentiels au diagnostic de la maladie asthmatique, à savoir les signes cliniques, le syndrome d'obstruction bronchique et la notion d'hyperréactivité bronchique. Donc, l'asthme, selon le GINA, est décrit comme étant une affection inflammatoire chronique des voies aériennes, dans laquelle interviennent de nombreuses cellules. Associée, cette inflammation provoque des épisodes récidivants de sibilance, de dyspnée, de toux ou de sensation d'oppression thoracique. Ce sont là les signes importants le plus souvent retrouvés dans l'asthme et qui surviennent de préférence au cours de la nuit ou bien au petit matin et qui permettent le diagnostic clinique. Ces symptômes sont habituellement associés à un syndrome obstructif qui aura les mêmes caractéristiques que les symptômes, c'est-à-dire qu'il sera variable, plus ou moins réversible sous bronchodilatateur ou même sans traitement, et qui permettra le diagnostic fonctionnel de l'asthme. L'inflammation est associée à une majoration de l'hyperréactivité bronchique non spécifique vis-à-vis de stimulus variés et qui sera nécessaire de mettre en évidence dans certains cas particuliers de diagnostic difficile d'asthme. Il faudra aussi insister sur le fait que cette inflammation peut, dans certains cas, arriver à un stade de remodelage bronchique qui va s'observer dans certains cas d'asthme vieilli et avec perte de la réversibilité bronchique qui va rendre le diagnostic difficile, surtout en cas de tabagisme, donc diagnostic différentiel avec la BPCO, et qui pourra même rendre la prise en charge difficile parce que ces cas peuvent être des cas des insuffisances respiratoires chroniques. Diapo. Donc, sur le plan anatomopathologique, je vais m'étaler un tout petit peu sur la définition parce qu'elle est très importante. Si on connaît très bien cette définition, le diagnostic sera très simple. Donc, sur le plan anatomopathologique, l'obstruction bronchique s'installe de trois façons différentes. Donc, par la contraction de survenue rapide et de durée brève des muscles lisses bronchiques et qui ne sera levée que par des bronchodilatateurs, par l'installation de survenue plus lente et de durée plus longue d'un œdème qui touchera la muqueuse et bien sûr qui ne sera traité et ciblé que par les anti-inflammatoires non stéroïdes, les corticoïdes non stéroïdiens, et l'hypersécrétion bronchique aussi de survenue lente qui malheureusement jusqu'à présent ne présente pas de traitement efficace. D'une façon générale, deux types de réponses existent dans l'asthme à l'agression bronchique. Il y a une réponse immédiate à l'agression, c'est l'installation du bronchospasme, et une réponse retardée, c'est l'installation de l'inflammation et de l'hypersécrétion bronchique. Les signes cliniques de l'asthme sont représentés essentiellement par les 4 signes cités ici, c'est-à-dire les sifflements, la dyspnée, la toux et la sensation d'oppression thoracique. Ces symptômes sont variables au cours de la journée et variables au long cours. Ils peuvent être déclenchés par plusieurs facteurs qu'on appellera facteurs déclenchants, qui peuvent être une pollution, un effort, une infection virale, une allergie, un stress, une contrariété, etc. Ces symptômes auront la particularité particularité liée à la maladie asthmatique. C'est quoi cette particularité? C'est qu'ils sont de brève durée. Ils ne durent que quelques heures, généralement. Ils sont résolutifs spontanément ou avec un traitement. Ils sont le plus souvent nocturnes que diurnes et surtout ils sont variables et récidivants. Et c'est cette notion de variabilité qui représente la caractéristique principale de la maladie asthmatique. Diapo. Alors sur le plan fonctionnel, l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique qui sont à la base de toute la physiopathologie de l'asthme vont se traduire par deux perturbations essentielles à connaître. C'est l'instabilité des débits bronchiques, c'est-à-dire la variation du DEP au cours de la journée. Nous, individus normaux, entre guillemets, si on s'amuse à prendre notre DEP au cours de la journée, on verra que les DEP du matin sont plus bas que ceux du soir, mais ils ne varient pas plus de 20%. C'est ce qu'on appelle la variation circadienne, qui est l'élément important pour poser le diagnostic et surtout pour le suivi de l'asthme après la mise en route du traitement. Chez l'asthmatique, c'est ce qui est illustré par cette courbe, c'est la courbe en rouge. Chez l'asthmatique, cette variation du DEP est très importante. Et bien sûr, c'est lié à l'hyperréactivité. La muqueuse réagit de façon exagérée aux différents stimulus, ce qui fait qu'il y a des écarts importants du DEP au cours de la journée. Donc, cette variabilité est un élément important qu'on doit encourager le patient, que le médecin doit mesurer et encourager les patients à la mesurer aussi. Deuxième perturbation observée dans l'asthme, c'est le syndrome d'obstruction bronchique qui bien sûr est mis en évidence par l'EFR, par une spirométrie. Là on a besoin d'un examen complémentaire pour le mettre en évidence et qui aura la caractéristique principale qui fait de lui donc un élément pathognomonique de l'asthme d'être réversible. On verra après cette notion de réversibilité. Diapo.
Sur le plan étiologique, d'une façon générale, l'asthme est considéré comme une composante, comme un syndrome multifactoriel, où interviennent deux composantes essentielles, une composante intrinsèque, génétique, propre au patient, et une composante environnementale. Diapo. Donc au quotidien, là j'ai fini avec la définition, au quotidien, l'asthmatique peut se trouver dans trois situations cliniques et fonctionnelles différentes qui nécessiteraient donc trois types de prise en charge différentes. C'est quoi ces trois phases? C'est la phase critique, c'est la crise, c'est la phase aiguë. La phase critique, pourquoi critique? Parce qu'elle peut engager le pronostic vital. La phase post-critique, après la crise, c'est-à-dire que le malade est sorti de la crise, mais il n'est pas encore en état stable. C'est à cette période-là, le malade doit être surveillé et qui dure généralement quelques jours. L'état stable ou la phase intercritique, c'est l'essentiel du vécu de l'asthmatique. C'est la phase la plus longue parce qu'elle est chiffrée en mois et en années. Elle peut être chiffrée même en années, et cette phase intercritique représente le vécu, le quotidien du malade asthmatique. D'une façon générale, donc, pour apprécier la sévérité d'un asthme, on tiendra compte de deux éléments. On doit connaître la fréquence et la gravité des crises, donc de tous les épisodes aigus que le malade présente, et on doit connaître la qualité clinique et fonctionnelle de cet état stable. Diapo. Et c'est de cet état stable, de la prise en charge au cours de cet état stable que je vais vous parler. Et voici le sommaire. Donc on va suivre, on va reprendre les points un par un. On va définir l'objectif principal de cette prise en charge au long cours, qui est bien sûr de permettre aux patients asthmatiques d'avoir une vie normale. Avoir une vie normale, c'est-à-dire contrôler la maladie. Cette prise en charge passe par différentes étapes. La première étant bien sûr le diagnostic, il faut reconnaître la maladie en premier. La deuxième, c'est le traitement, mais le traitement ne doit pas se faire n'importe comment. On doit argumenter l'attitude thérapeutique qui nous pousse à traiter la maladie. Et la dernière, c'est planifier le suivi du patient. Pourquoi un suivi est nécessaire dans l'asthme? Parce que cette maladie est par définition, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une maladie qui a des signes, des symptômes qui sont imprévisibles dans leur évolution. On ne sait pas comment les signes de l'asthmatique vont évoluer dans le temps. Donc on est obligé d'instaurer un suivi. Cette prise en charge comporte trois piliers ou trois fondements qui sont les médicaments, le contrôle de l'environnement et l'éducation thérapeutique du patient. Donc le premier point, le contrôle de l'asthme. Alors, diapo. Le contrôle de l'asthme est un concept nouveau qui est fondé sur un score associant des paramètres cliniques et fonctionnels respiratoires. Il apprécie l'activité de la maladie sur une période courte allant d'une semaine à 3 mois. Donc c'est la qualité clinique et fonctionnelle de l'état stable. Il doit être évalué à chaque consultation de suivi et il est classé en général en 3 niveaux, inacceptable, acceptable ou optimal. Diapo. Donc voici le tableau que tout le monde connaît, je pense. C'est le tableau qui définit les critères cliniques. C'est les symptômes diurnes et les symptômes nocturnes, l'activité journalière, l'utilisation, la fréquence d'utilisation des bêta-2 mimétiques, la fonction respiratoire représentée par le VMS et le DEP et le nombre d'exacerbations. Donc on dit que l'asthme est contrôlé si tous les critères de la première colonne sont vérifiés, qu'il est partiellement contrôlé si on a plus d'un critère de la deuxième colonne et qu'il n'est pas contrôlé du tout si on a 3 critères au plus de la deuxième colonne. Diapo. Deuxième point, donc là on passe aux différentes étapes de la prise en charge, c'est-à-dire reconnaître, là on verra la prise en charge au fur et à mesure, et on commencera par le diagnostic. Alors le diagnostic de l'asthme est suspecté facilement devant l'existence de crises dyspnéiques paroxystiques sifflantes, c'est très simple. Il est suspecté difficilement devant certaines manifestations cliniques atypiques, comme par exemple l'existence d'une toux isolée. Il doit être évoqué par un interrogatoire en posant des questions clés, que je vous montrerai par la suite. Il est confirmé devant donc la vérification de la chronicité de cette notion, de ces caractéristiques des symptômes et de l'état fonctionnel du trouble obstructif, la chronicité, la variabilité, la réversibilité des signes cliniques et du trouble ventilatoire obstructif, qui bien sûr sera étayé par des examens complémentaires. Éventuellement, dans certains cas, on aura même besoin de mettre en évidence l'hyperréactivité bronchique. C'est des cas très rares, heureusement. Alors, quelles sont les questions qu'on doit poser? Qu'est-ce qu'on doit rechercher à l'interrogatoire? C'est les fameuses questions clés. On doit rechercher tous les symptômes cités dans la définition, c'est-à-dire des épisodes récidivants de sifflement, de la toux donc la nuit ou au réveil, un réveil par de la toux, difficulté respiratoire, de la toux ou des sifflements après une activité physique, après un effort, des symptômes après, pendant certaines saisons, des symptômes après une exposition à des allergènes ou des irritants, des bronchites aiguës récidivantes qui durent plus de 10 jours, et bien sûr des symptômes qui
peuvent disparaître spontanément ou avec traitement. Et dans le cas où c'est traité, il faudra identifier le traitement qui les fait disparaître. À l'interrogatoire aussi, on doit rechercher les facteurs déclenchants, les facteurs d'entretien et d'aggravation, qui sont le plus souvent des facteurs environnementaux, et d'une façon générale, donc il y a les facteurs extérieurs, intérieurs et professionnels. D'une façon générale, on recherchera la notion d'allergie à ce qu'on appelle les pneumallergènes, qui peuvent se trouver à l'extérieur comme le pollen et les moisissures, à l'intérieur comme les acariens, les blattes, les animaux domestiques et les moisissures, ou bien au niveau professionnel et associé à d'autres facteurs, mais ne pas oublier surtout de rechercher les cas particuliers d'asthme, c'est-à-dire l'apparition de symptômes à l'exercice, ce qu'on appelle l'asthme à l'exercice ou à l'effort, la rhinite et la rhinosinusite qui s'accompagnent, donc 80% des asthmes s'accompagnent de rhinite et de rhinosinusite, la recherche de polypose nasocisienne, si elle est associée à une intolérance à l'aspirine, elle rentrera dans le cadre d'une forme particulière qu'on appellera le syndrome de Fernand-Vidal, un reflux gastro-œsophagien, le facteur hormonal peut aggraver, et surtout donc retrouvé chez la femme, il peut aggraver, au contraire, améliorer l'asthme. L'obésité, qui est un lien épidémiologique, a été démontré chez l'enfant et chez l'adulte, la prise de médicaments et bien sûr le retentissement psychologique. Alors pour l'examen clinique, pendant la crise, l'examen est contributif, il est très simple. Mais en dehors de la crise, l'examen peut être normal. Qu'est-ce qu'il faudra rechercher en dehors de la crise? C'est surtout les conséquences d'une obstruction bronchique chronique, à savoir une déformation thoracique, une distension thoracique, rechercher une rhinite, une polypose ou bien une dermatite, dans le cas d'asthme allergique, et ne pas oublier d'examiner le cœur si on a une aggravation récente d'un asthme qui était plus ou moins stable. J'arrive au troisième examen, la mesure du débit expiratoire de pointe. Bon, généralement, on dit que pour l'examen pleuropulmonaire, l'examen pleuropulmonaire passe par 4 temps. Inspection, palpation, percussion et auscultation. Moi, je vais vous rajouter le 5e temps, c'est la mesure du DEP quand il s'agit d'asthme. Le DEP, la mesure du DEP fait partie de l'examen clinique. C'est pas un examen complémentaire, il doit succéder à l'examen pleuropulmonaire. La mesure du DEP permet 3 choses. D'abord, c'est un examen qui est très simple, qui se fait grâce à un débitmètre de pointe, qui peut se faire à titre ambulatoire, donc par le patient, et qui doit se faire à chaque consultation par le médecin. C'est un examen qui permet 3 choses. Il permet de constater une obstruction en comparant la valeur qui est retrouvée chez le patient au moment de la consultation à la valeur théorique idéale. On va définir, donc on dira qu'il y a une obstruction quand on a une diminution du DEP. Il va donner une idée sur la réversibilité si on voit que ce DEP est amélioré après prise de bronchodilatateur. Et le point le plus important, le 3e point, c'est qu'il permet, quand on encourage le patient de faire cette mesure durant 15 jours par exemple, et de faire un tracé à la maison, de nous donner la variation circadienne que je vous ai définie tout à l'heure, qui est un élément très important qui permet déjà de détecter l'instabilité et le mauvais contrôle en cas de traitement. Donc on dira que l'asthme est stable si on a une variation qui est inférieure à 20%, c'est-à-dire qui est normale. Il est généralement instable et mal contrôlé si la variation du DEP est supérieure ou égale à 20%. L'EFR. Donc l'EFR est un examen clé dans le diagnostic et l'appréciation de la sévérité d'un asthme. C'est l'examen, c'est l'élément objectif, parce que l'interrogatoire, ça reste quand même subjectif. Donc il nous faut un élément objectif que le médecin va utiliser pour poser ce diagnostic d'asthme. Et l'EFR, c'est l'élément objectif qui va montrer donc le degré d'obstruction et qui surtout va permettre de vérifier cette réversibilité. Alors la réversibilité est définie par quoi? Par un gain en pourcentage du VMS, donc supérieur ou égal à 12%, avec un gain en valeur absolue supérieur ou égal à 200 ml par rapport à la valeur initiale pré-bronchodilatateur. Cette EFR doit être faite donc en premier lors de la première consultation pour poser le diagnostic, et puis répétée au cours du suivi, et bien sûr selon le degré de sévérité de l'asthme. Un intermittent et un persistant sévère ne seront pas surveillés de la même manière. Donc sur cette courbe débit-volume, on voit que en général la courbe débit-volume chez l'asthmatique est concave, avec diminution de tous les débits. On voit en petit pointillé donc la courbe avant traitement, en gros pointillé après traitement, ça c'est la courbe de référence du sujet normal. On voit qu'il y a un gain significatif. On peut dire que le trouble obstructif ici est réversible sous bronchodilatateur. Alors, quels sont les autres examens à faire? La première fois, c'est bien sûr la radiographie thoracique, qui peut être normale, donc elle n'est pas contributive au diagnostic positif, parce qu'elle peut être normale ou elle peut montrer une distension qui n'est pas spécifique. Par contre, elle permet de faire le diagnostic différentiel, parce que toute dyspnée sifflante, tout peut être autre chose, surtout s'il y a des facteurs qui peuvent chevaucher sur d'autres pathologies.
Le bilan allergologique doit être fait chez tout patient asthmatique âgé de plus de 3 ans. Après donc un interrogatoire, une enquête allergologique. On ne le fait pas de façon systématique. Il faudrait qu'on trouve des stigmates en faveur de l'allergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.